très concrètement, c'était la présentation par Éric Ciotti, qui est rapporteur du rapport, du fruit de son travail, un travail que l'on a suivi puisqu'on a participé aux 53 auditions qui sont tenues ces 6 derniers mois. Évidemment, nous ne sommes pas co-rédacteurs du rapport, hein, c'est le rapporteur seul qui décide ce qu'il a envie de dire et qui le soumet au vote de ses collègues. Donc il y a eu une longue présentation sur ce qu'Éric Ciotti tirait comme conclusion de toutes ces auditions et de la gestion de la pandémie. Ensuite, chacun des groupes a répondu, donné son point de vue. C'est David Habib qui l'a fait pour le groupe socialiste et apparenté. Et puis ensuite, nous avons voté sur le fait de savoir si nous rendions ou non public ce rapport, ce qui sera le cas dans 5 jours. Et puis là, je vais laisser la fin racontée par David Habib, puisqu'on a eu une petite discussion un peu plus vive que le reste de la séance sur le fait de savoir si nous avions le droit de repartir ou non avec le rapport que nous venions de voter. Alors, oui. Vous êtes reparti avec ou pas? Oui. On a consulté ce rapport hier. La pratique à l'Assemblée nationale, c'est que la veille de l'adoption, les députés puissent consulter le rapport dans une salle et sous surveillance, je vais utiliser le terme, d'un huissier. Boris et moi-même, nous avons été 2 fois hier dans cette salle pour consulter un rapport qui fait à peu près 220 pages, si je ne me trompe pas, et découvrir à la fois l'analyse que Ciotti fait de ces 6 mois de crise et en même temps, et surtout, les préconisations, il y en a 34, les préconisations qui sont les siennes dans ce rapport. On est parti hier, on a laissé le document sur place et ce matin, lorsque nous sommes arrivés à 9h30, on nous a rendu le document qui avait été annoté par nous-mêmes. Lors d'une intervention, le président du groupe Modem a reconnu avoir eu ce rapport il y a quelques jours. Et donc, nous sommes offusqués, nous, d'un traitement différent entre la majorité et l'opposition. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. Ce qui est plus grave, c'est que ce rapport n'est pas obligatoirement publié. Il l'a été parce que tous les groupes ont voté pour et que La République En Marche et le Modem se sont abstenus. S'ils avaient voté contre, ce rapport n'aurait jamais existé. Et l'analyse que nous faisons avec Boris, je ne sais pas s'il sera de nouveau d'accord avec moi, c'est qu'il n'y aurait pas eu les tensions à l'Assemblée nationale sur l'article 24 et sur la sécurité globale, il n'y aurait pas eu de rapport. Ils auraient voté contre. Mais ça faisait beaucoup pour la même semaine, et donc ils ont considéré qu'on ne pouvait pas s'opposer à ce que la démocratie, la vérité puisse être portée à la connaissance des Français. C'était en effet les bruits de couloir. C'était effectivement les bruits de couloir hier soir que la majorité envisageait de ne pas voter et donc de faire obstacle à la publication d'un rapport qui, objectivement, est utile à la compréhension de ce qui s'est passé, de la crise. Il y a eu des manquements, il y a eu des loupés, enfin, on va sans doute revenir dans le détail, mais vous savez, une commission d'enquête, ça n'est pas un tribunal. On établit des responsabilités politiques, des responsabilités institutionnelles. On essaie de comprendre le chaînage des décisions, celles qui ont été prises, celles qui n'ont pas été ou trop tard. Et c'est toujours utile à la préparation de l'avenir parce que malheureusement, je crois que si nous devions être instruits du fait que le risque pandémique est quelque chose à prendre extrêmement au sérieux, et bien voilà, on en aurait été instruit. Il faut en tirer des leçons pour l'avenir. Ce que ce rapport dit, c'est non pas qu'il y a des fautes, mais qu'il y a eu une défaillance de l'État. Et comme l'a dit Boris à l'instant, ce n'est pas la défaillance de tel ou tel, et ce n'est pas la défaillance d'un parti politique. D'ailleurs, ces défaillances, elles se comprennent sur une période qui est beaucoup plus longue que la seule période où Emmanuel Macron a été aux responsabilités. Le rapport dit, notre pays n'a pas la culture du risque. Il ne sait pas administrer ce type de situation. 2, la communication qui est intervenue pendant cette période était une communication, au moins au début, qui était une communication inadaptée. Nous avons eu une secrétaire d'État porte-parole du gouvernement qui disait qu'il ne fallait pas porter de masque, que ça pouvait être dangereux. On avait un président de la République qui nous expliquait le 12 mars, si je ne me trompe pas, ou le 9 mars, qu'il fallait aller au théâtre. On avait un ministre de l'Éducation, Blanquer, qui nous expliquait qu'il n'était pas question de fermer les écoles. Et 4 jours plus tard, les écoles fermaient. Donc une gravité qui n'était pas portée à la connaissance des Français. Nous avons eu en même temps, me semble-t-il, des problèmes bien sûr de logistique, on y reviendra, c'est la question des masques, des surblouses, etc. Mais aussi un pilotage qui était extrêmement confus.
Vous verrez quand vous lirez le rapport, à la page 90, il y a un tableau. Il faut être, comme un député de l'Assemblée nationale, titulaire de la médaille Fields, pour comprendre le fonctionnement des circuits de décision. Qui décidait? Un ministère de la Santé qui était omniprésent, mais qui n'avait pas l'expérience des pandémies et des crises. Un ministère de l'Intérieur qui, lui, a l'habitude, mais qui n'était pas sollicité. Des ARS dans les régions qui n'avaient absolument pas cette expérience et qui étaient maîtres des décisions. Et des préfets dans les régions et dans le département qui, eux, avaient l'expérience, mais auxquels on avait retiré le pouvoir. Et puis enfin, moi je l'ai dit, je ne sais pas si Boris adhérera à cette analyse, moi je suis convaincu qu'en même temps, le débat entre les professionnels de santé, les grands professeurs sur les chaînes de télévision, matin, midi et soir, n'a pas aidé à la compréhension des choses. Que quand il y a de la confusion, il n'y a pas une lecture aisée par celles et ceux, moi le premier, qui ne sont pas docteurs en médecine. Puis il y a des choses, vous verrez, le rapport revient sur un certain nombre de questions qui nous concernent dans les Pyrénées-Atlantiques. Par exemple, la gouvernance, pas que dans les Pyrénées-Atlantiques, la gouvernance des hôpitaux. Il y a des propositions, moi j'ai du mal à y adhérer à celle d'Éric Ciotti, mais bon. Mais par exemple, la question des frontières. Nous, on est très largement impactés. Et Boris, dans les Landes, est pas loin de la frontière espagnole également. Donc, comment on gère ce type de pandémie quand on est frontalier? Eh bien, on a, je crois, balbutié. Et ce rapport, c'est une photographie d'erreurs, de défaillances et de difficultés à être à la hauteur de la situation. Moi, je crois que la réalité objective, c'est que la communication du gouvernement a été fonction de la disponibilité des masques. Quand il n'y avait pas de masques disponibles, ils étaient inutiles. Dès lors que nous en avons eu à notre disposition, ils devenaient absolument nécessaires. Et ça a été le grand écart de communication. D'ailleurs, si vous regardez ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays voisins, je pense en particulier à l'Allemagne, qui a eu moins de cas et moins de décès, bien moins de décès que nous, le réflexe immédiat a été, y compris, d'inviter les gens à se mettre un foulard devant le visage, c'est-à-dire à fabriquer leur propre masque qui diminuait la charge virologique. Évidemment, on a fait de l'archéologie sur cette question des masques, qui d'une certaine manière était la synthèse d'un certain nombre de manquements, d'errances et de défauts de communication. Avec une archéologie lointaine, puisque nous avons interrogé tous ceux qui avaient eu des responsabilités politiques ou administratives depuis plus de 10 ans. On voit qu'évidemment, il y a une doctrine qui n'a pas changé, qui a été établie autour de 2010, qui n'a pas changé en 2013, contrairement à ce que dit M. Ciotti, mais on comprend pourquoi il est utile de parer les gouvernements de droite de toutes les vertus de son point de vue et puis d'accabler tous les autres. La réalité objective, c'est que au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y avait, je crois, 754 millions de masques pour lesquels avait été commandé un audit de qualité parce qu'il y avait cette singularité que les normes avaient changé entre les premières acquisitions et les dernières acquisitions, des normes européennes qui avaient donné notamment une date de péremption. Et donc, il a été commandé non seulement la centralisation de tous les stocks de masques, mais à cette occasion-là, d'en faire l'évaluation en termes de performance. Et voyant que ces masques étaient obsolètes, en 2018, Santé publique France a alerté le directeur général de la Santé, qui lui-même manifestement n'a pas alerté la ministre, en tout cas c'est ce que nous avons compris, de l'état des stocks et lui a dit qu'il fallait recommander en masse pour reconstituer le stock stratégique. Et là, il y a une décision qui est prise par le directeur général de la Santé de changer de doctrine, de passer de stocks importants de masques à des masques tampons, c'est-à-dire des stocks qui tournent régulièrement, et on ne recommande pas les masques. Il y a un bon de commande de 50 millions plus éventuellement 50 millions supplémentaires. Mais oui, on en détruit 700 millions et on en recommande 50 ou 100 millions. Ce qui fait qu'au début de la pandémie, on a, je crois, 117 millions de masques dont nous avons su immédiatement qu'ils étaient très largement insuffisants pour affronter la crise. Donc on fait cette archéologie-là, on essaye de comprendre. Je pense que dans les décisions à venir, nous nous poserons la question du niveau des stocks stratégiques, et nous pensons qu'il faut les reconstituer, de
notre indépendance, de notre souveraineté sur des produits de santé comme cela, mais ça englobe aussi la question des médicaments, pour ne pas être pris dans la dépendance d'approvisionnement étranger. On a payé cher, hein, le fantasme de la France sans usine, où on allait tout faire fabriquer ailleurs. Donc voilà, il y a besoin de cet éclairage, pas pour dire on aurait fait mieux que les autres, même si je dois vous dire que de temps en temps, il nous arrive de le penser, quand on voit quelques éléments de décision ou de communication qui nous laissent un peu sceptiques. Mais on sait que la situation est compliquée et qu'il faut être modeste dans l'appréhension. Donc l'utilité de tous ces travaux-là, c'est précisément parce qu'on a eu une seconde vague pandémique, qu'on a à gérer un second déconfinement, que le Conseil scientifique évoque la possibilité d'une troisième vague, dont on espère qu'elle ne se accompagnera pas d'un troisième confinement, d'un troisième déconfinement, qu'on a besoin des conclusions de cette commission d'enquête. La réanimation, c'est le stade ultime d'un processus. Ça commence par le masque, ça continue par les tests, ça se poursuit par les hospitalisations ou la consultation des médecins, les hospitalisations pour finir enfin, malheureusement, en réanimation. Il y a un délai de 30 jours. Donc la question, c'est à la fois la réactivité dès lors qu'est identifié un cas Covid, et puis, bien auparavant, l'organisation sanitaire qui prévoit des lits de réanimation en nombre suffisant. D'abord, l'Allemagne en avait plus que la France. Il y avait un différentiel, je crois, de 20% de lits de réanimation à la faveur de l'Allemagne. Deuxième chose, on peut s'interroger, et pour un journal comme La République, c'est une vraie interrogation. On peut s'interroger sur l'organisation des deux pays. Une organisation extrêmement décentralisée avec des Länder en Allemagne, une capacité de décider de façon beaucoup plus rapide par des ministres de la santé dans chacun des Länder, et puis une organisation qui est extrêmement centralisée et en plus, je l'ai dit tout à l'heure, assez confuse en France. Moi, je suis persuadé que une partie de l'explication est là, mais elle ne peut pas être que là. On a eu aussi des annonces qui ont peut-être démobilisé les acteurs. Je pense que l'incapacité qui a été la nôtre à travailler, au début du moins, avec l'hospitalisation privée, l'incapacité à mobiliser une sorte de réserve sanitaire composée notamment des médecins de ville, explique en partie le fait qu'on n'a pas pu dégager du personnel qui était déjà à l'hôpital, déjà formé à un certain nombre de gestes réanimatoires, mais qui était bloqué par d'autres tâches. Donc, il y a eu une sorte d'embolie des services de réanimation parce qu'on n'était pas capable de repenser en situation particulière et exceptionnelle nos interventions médicales et sanitaires. Nous avons regardé ce qui se faisait à l'étranger. Nous n'avons pas eu l'occasion d'auditionner des acteurs allemands, italiens ou espagnols. Peut-être que la mission d'information qui se poursuit aura l'occasion de le faire, mais on ne l'a pas fait. Et il est vrai que les systèmes de soins sont évidemment différents d'un pays à l'autre. Pour autant, effectivement, sur la question des lits de réanimation et de ce qu'il fallait considérer en France ou en Allemagne comme des lits de réanimation, a fait partie des sujets d'interrogation. Voilà. Après, ce qu'il faut ajouter peut-être, c'est que nous le savions déjà, la pandémie débute alors que les urgences et les hôpitaux publics sont déjà en grève depuis de longs mois. Ils sont en grève depuis de longs mois parce que depuis plusieurs années aussi, on a demandé à l'hôpital public des efforts considérables et que nous en étions arrivés à un point où, j'allais dire, il fallait redonner des moyens en urgence à l'hôpital. Ce que nous-mêmes, nous avions proposé dans le budget de la sécurité sociale qui a précédé la pandémie, malheureusement avec peu de succès auprès de la majorité et du gouvernement. Donc, on a des soignants et un hôpital qui s'est comporté de façon remarquable. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est l'hôpital qui a tenu ou est-ce que ce sont les soignants qui ont tenu? Moi, je crois que ce sont les soignants qui ont tenu. Je me souviens d'un chef de service qui me disait, quand je dis vous êtes des héros, vos collaborateurs sont des héros, il me dit, moi, j'ai moins besoin de héros que de moyens. Alors, j'allais dire, il y a des propositions qui sont de nature d'une organisation administrative. David Habib a évoqué les relations
entre les ARS et les préfets, entre le niveau régional et le niveau départemental. Et parmi les propositions qui se font jour, il y a, selon nous, hein, c'est la proposition du rapporteur, mais je crois que c'est aussi la nôtre, il y a l'idée de la nécessité de repositionner le département, le préfet de département, comme échelon de gestion de la crise. Voilà, parce qu'il a cette culture, parce qu'il a ce lien avec les maires et que le lien maire-préfet est absolument essentiel. L'un est commandant des opérations de secours, l'autre est directeur des opérations de secours, donc il y a vraiment cette habitude-là. Donc, ce réagencement institutionnel avec une tutelle des préfets sur les ARS est importante. Il y a tout ce que j'évoquais sur les stocks stratégiques, non seulement leur reconstitution, mais la capacité à reconstituer des capacités de production nationale, une souveraineté sur les chaînes d'approvisionnement, sur la production d'équipements de sécurité, de médicaments essentiels, etc. etc. Voilà, pour vous donner deux exemples qui me paraissent assez centraux. J'ai la page du rapport sur la différence entre la France et l'Allemagne, par exemple sur les tests. Entre le 2 mars et le 4 mai, l'Allemagne avait fait 3 177 307 tests. 3 177 307 tests. Pendant la même période, donc du 2 mars au 4 mai, la France avait fait 574 000 tests. Or, c'est la France qui a découvert qui a mis en exergue le premier protocole de test par l'Institut Pasteur. On n'a pas su mobiliser à temps les laboratoires, c'est-à-dire qu'on a commencé par les laboratoires hospitaliers, mais qui n'avaient pas de grosse capacité d'analyse. Ensuite, on l'a étendu à d'autres laboratoires, qui étaient des laboratoires universitaires, des laboratoires de ville, des laboratoires vétérinaires. Il y a eu de la pesanteur administrative manifestement, sans doute un manque d'anticipation, ce qui fait qu'en effet, l'Allemagne faisait beaucoup plus de tests que la France elle-même en faisait. D'ailleurs, là aussi, il y a eu une tergiversation de la part de l'exécutif. Je me souviens que dans nos premières auditions, et David Habib s'en souvient, le directeur général de la santé nous disait que lorsque l'OMS avait comme mot d'ordre tester, 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 ça ne s'adressait pas à la France. Je crois que ça s'adressait à tout le monde. D'ailleurs, la suite l'a manifestement montré. Au-delà des préconisations de Ciotti, nous allons faire, ça va être diffusé demain, nous-mêmes une contribution au rapport qui fait une 50aine de pages avec des propositions. Et je vais en prendre un exemple parce que ça a été l'actualité de la République cette semaine. Les EHPAD. On ne peut pas continuer aujourd'hui à avoir des EHPAD qui vivent en totale autonomie, ou totale autarcie ou total isolement. Chacun prendra le qualificatif qu'il veut. Ce qui s'est passé à Oloron, ce qui s'est passé à Lons est quelque chose d'extrêmement tragique et dramatique pour les familles. Il nous faut désormais repenser les EHPAD avec obligatoirement une veille médicale. Il faut qu'il y ait un médecin coordinateur dans chaque établissement accueillant des patients âgés. Il faut savoir que ce n'était pas le cas dans les Pyrénées-Atlantiques, hein, et j'imagine pas le cas dans les Landes non plus. Mais nous avons eu, Boris et moi, connaissance directement par soit les organisations syndicales, soit par des aides-soignants eux-mêmes, des infirmiers, de situations où vous aviez des malades qui mouraient presque à la chaîne dans les EHPAD du Grand Est, sans qu'aucun médecin ne veuille venir dans les EHPAD concernés. Parce qu'il n'y avait pas de masque, parce qu'il n'y avait pas de protocole, parce que, etc., parce qu'ils étaient occupés et qu'ils avaient plein de choses à faire. Mais nous avons eu une situation où il n'y avait pas d'accompagnement médical dans un certain nombre d'EHPAD. Il faut repenser complètement la politique d'accueil des personnes âgées. Et nous faisons des propositions. Boris est auteur avec 2 autres députés socialistes. Moi, j'en suis pas, je le soutiens, mais je ne suis pas l'auteur de ce texte, d'un texte sur la reconnaissance de la maladie du Covid comme maladie professionnelle. Ça, ce sont aussi des propositions que nous faisons. Nous avons, nous aussi, au-delà de Ciotti, nos propres propositions. Non, très concrètement, vous savez que pendant toute la crise, la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle était une revendication notamment des personnels soignants. On a formulé un certain nombre d'amendements. Le gouvernement avait fait la promesse de prendre en compte. Il l'a pris en compte, mais de façon extrêmement restrictive. C'est-à-dire que vraiment, il faut avoir été dans des formes sévères de Covid pour pouvoir bénéficier de cette reconnaissance. Or, c'est une maladie dont on découvre aujourd'hui qu'elle peut avoir des effets de long terme
qu'on ne connaît pas d'ailleurs tous. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la reconnaissance de la maladie professionnelle, nous avons 2 collègues socialistes, hein, Régis Joannico et Christian Hutin, qui ont fait la proposition de créer, sur le même mode que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, un fonds d'indemnisation des victimes de la Covid, dont j'espère que c'est une proposition qui prospérera lorsque nous aurons à en débattre à l'Assemblée nationale. Donc, il a été débattu Ça a été débattu. par la commission d'enquête. Et en commission, pas en… Voilà, dans le cadre de la commission d'enquête. Et l'essentiel, évidemment, était de savoir si nous en rendions publiques les conclusions ou pas. Voilà, donc ça sera rendu public. Pourquoi un délai de 5 jours? Parce que le règlement de l'Assemblée nationale prévoit que dans ce délai de 5 jours, le président de l'Assemblée nationale ou 10% des parlementaires peuvent demander la convocation de ce qu'on appelle un comité secret, c'est-à-dire que l'Assemblée se réunit dans son entièreté à huis clos. Ça s'est passé pendant la guerre de 14-18, vous voyez, tout ça est assez théorique en réalité. Et dans ce débat-là pourrait être demandé la non-publication du rapport, mais enfin, nous savons d'ores et déjà qu'il n'en sera rien, donc nous respectons le règlement, mais il nécessiterait, à mon avis, sous le contrôle du vice-président de l'Assemblée nationale, quelques aménagements encore. Compte tenu de l'importance des constats qu'il fait, des propositions qu'il formule, le gouvernement s'honorerait à proposer une session de débat sans vote avec les parlementaires. De toute façon, nous, on va s'en saisir, Nicolas, à la faveur des questions d'actualité. On va bien évidemment faire référence à ce rapport. Et lorsqu'il y aura des textes qui seront des textes sanitaires, on reviendra sur les préconisations du rapport. Vous avez parlé tout à l'heure des services de réanimation. Moi, je ne peux pas croire qu'on ferme le rapport et qu'on en reste là. Donc, c'est aussi à nous, c'est notre responsabilité de le faire vivre, puis c'est au gouvernement de le faire vivre. Moi, j'ai trouvé que Jean Castex avait été extrêmement honnête lorsqu'il est venu devant nous. Hein. Il est venu 2 fois. Extrêmement honnête. J'attends maintenant que le Premier ministre, c'est de sa responsabilité au regard de la gravité de la situation, et peut-être j'ai utilisé un terme un peu grandiloquent au regard de l'histoire, c'est à lui maintenant à utiliser ce rapport comme le détonateur d'une prise de conscience collective. On vous a dit tout à l'heure que ce n'était pas la responsabilité individuelle qui était pointée, c'est notre capacité collective à être à la hauteur de l'enjeu qui décidera des prochaines pandémies. Il faut faire face maintenant. Alors, j'allais dire qu'en réalité, la réponse ne peut pas être univoque. Sur un certain nombre de points, il y a évidemment des améliorations, sur tous les aspects d'approvisionnement en équipement de sécurité, sur les aspects logistiques, sur la communication peut-être. Il y a des progrès. Encore que, rappelez-vous que le 26 août dernier, le Premier ministre nous disait que s'agissant de l'épidémie, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, il n'y avait pas de quoi s'affoler, je crois que c'était sa formule. Donc il y a évidemment des choses qui se sont améliorées. Cela dit, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi qu'il y a eu une sous-estimation de ce que pouvait être la seconde vague. Que dans l'été, et on l'a vu, il y a eu un relatif échec de la stratégie de tester, tracer, confiner, dont le principal symptôme a été l'embolie des laboratoires. C'était compliqué et long d'obtenir un rendez-vous, c'était compliqué et long d'obtenir le résultat. Et les équipes de contact tracing étaient larguées au début. Donc tout ça, j'ai été cas contact, j'ai jamais reçu de coup de téléphone, mais voilà, je crois qu'on a beaucoup d'exemples comme cela. Mais néanmoins, je pense que évidemment, au fil de l'eau, ils essayent d'en tirer des conclusions. Là, on va avoir un deuxième déconfinement. Eh bien, on formule l'espoir qu'un certain nombre des constats que nous avons formulés puissent nourrir la méthode de ce second déconfinement, parce que je l'ai dit peut-être de façon pas très aimable, mais qui était une forme d'interpellation du Premier ministre. Il avait été choisi comme Premier ministre parce qu'il était le monsieur déconfinement. Bon, il est aussi monsieur reconfinement maintenant. Voilà. On était en juillet 93e département. On avait un taux d'incidence de 1. Si je ne me trompe pas, le taux d'incidence aujourd'hui, il est de pratiquement 250. Si je peux me tromper, en tout cas vendredi dernier, il était de 240 ou quelque chose comme ça. Et on est dans les 30 départements les plus touchés par la deuxième vague. Si je dis ça, c'est pour vous apporter une réponse. Moi, j'ai le sentiment qu'on a très bien géré dans les PA, comme dans les Landes d'ailleurs, hein, le premier confinement et la première vague.
Le problème, c'est que le déconfinement a été quelque part fatal aux Pyrénées-Atlantiques. C'est-à-dire que quand vous avez un département de 700 000 habitants et que vous avez 700 000 touristes, que vous avez des brassages de population aussi importants, une circulation du virus aussi importante, il ne faut pas s'étonner d'avoir des résultats aussi difficiles. Quand se surajoute à cela le fait que nous avons une université, ce qui explique d'ailleurs la différence entre le Pays Basque et le Béarn, puisqu'aujourd'hui c'est le Béarn qui est plus touché que le Pays Basque. Quand vous avez une université qui elle-même, est un facteur de brassage et de circulation de la pandémie, ben on arrive à cela. Moi, j'en veux au gouvernement sur un point, là, pour le coup, beaucoup, y compris d'ailleurs au président de la République, c'est de ne pas avoir mis, lorsqu'il a mis le premier couvre-feu, d'interdiction de circuler. Il fallait à ce moment-là, d'ailleurs je m'en étais ouvert dans la République, il fallait interdire aux 8 métropoles de sortir de leur métropole. Il fallait, je sais pas, 100 km, j'en sais rien, mais en tout cas, il ne fallait pas avoir… J'ai pris le train et l'avion pendant la Toussaint. Ils étaient pleins à craquer, et l'un et l'autre, et plein de Parisiens qui venaient chez nous. Donc, il y a un vrai problème. Quand on dit choisir entre l'économie et la santé, oui, il y a un choix à un moment donné à faire. Et le gouvernement, c'est peut-être ça. Alors, c'est peut-être pas… D'ailleurs, moi, je distingue les premiers ministres, Édouard Philippe et Jean Castex, d'Emmanuel Macron. Je crois que la grande difficulté par Emmanuel Macron, c'est d'avoir à choisir entre les deux. Il a beaucoup hésité et il a fait beaucoup de décisions, il a pris beaucoup de décisions qui étaient à l'inverse de celles qu'il avait initialement prises. Je vous donne juste, puisque je l'ai devant moi, je l'ai retrouvé, on a eu 130 heures d'audition. 130 heures d'audition. Et comme on était les deux seuls Aquitains, Boris et moi, comme on est les deux seuls socialistes de la commission, comme on est les deux seuls amis de la commission, on était tout le temps à côté. Donc, je suis surpris de ne pas avoir eu le Covid. Non, mais disons que si on devait commenter toutes les turpitudes du gouvernement, franchement, c'est plus qu'un boulot à plein temps. Il y a un vrai problème pour les professionnels, ce n'est pas la peine de le cacher. Il y a une difficulté, ils ont une activité extrêmement saisonnière, etc. Moi, j'étais favorable à la réouverture des remontées mécaniques, mais avec le même principe que je viens de vous indiquer, il fallait interdire la circulation à l'intérieur de la région Aquitaine. C'est-à-dire que c'était un usage qui était laissé aux seuls habitants. Alors, je ne sais pas si c'est l'Aquitaine ou les Pyrénées-Atlantiques, avec peut-être une dérogation pour les Landes, mais il ne fallait pas accueillir plus de population que ça, parce que sinon, on rouvre l'usine à virus.